Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, que d'honneur de me retrouver devant ce pupitre, m'adressant à vous. Ces lumières m'éblouissant et vos visages m'accueillant chaleureusement. Il y a quelque peu de temps encore, nous étions tous impatients, excités à l'idée de commencer notre première session de débat de l'année, notre première prise de parole et notre premier regard avec le public. Aujourd'hui, je suis empli de fierté et d'une immense joie que je prends la parole, cette fois-ci dans la 6e édition des grands débats El Araki. Sans plus attendre, comme un chef cuisinier qui s'apprête à dévoiler son plat principal, permettez-moi d'entrer dans le vif du sujet, tel un plat marocain épicé qui titille les papilles et pique la curiosité de chacun d'entre nous. Alors, préparez-vous à déguster ces discussions épicées et à savourer chaque argument que je vais vous servir. Alors, mesdames et messieurs, permettez-moi de commencer par une question assez simple, mais combien pertinente. Pourquoi diable le Maroc aurait-il besoin de l'aide de la France dans une situation comme le séisme? La France semble toujours vouloir jouer les sauveurs, mais nous n'avons pas besoin de super-héros français pour venir à notre rescousse. D'abord, la France propose son aide comme s'il était notre sauveur désigné, mais oublie-t-elle qu'elle n'a jamais vraiment traité le Maroc en égal? La France, cette nation qui nous regarde souvent de haut, comme si nous étions un pays en développement en quête de sa lumière salvatrice, a-t-elle déjà pris le temps de se demander si nous en avions vraiment besoin? Si nous en avions vraiment besoin. Alors, mesdames et messieurs, devons-nous réellement faire fi de notre fierté nationale et de notre souveraineté en acceptant une aide qui pourrait s'accompagner de conditions politiques ou économiques dissimulées sous le menton de la bienveillance? En d'autres termes, mesdames et messieurs, devons-nous risquer de nous retrouver dans une position de dépendance et de vulnérabilité politique simplement pour quelques miettes? Laissez-moi vous dire que le Maroc, tout comme d'autres nations, est capable de faire face à une catastrophe naturelle sans sacrifier sa dignité et sa souveraineté sur l'autel de l'aide étrangère. Tout ce que j'ai dit, mesdames et messieurs, ne m'a servi qu'à vous prouver à quel point la France est paternaliste, interventionniste, arrogante et surtout hypocrite. Merci. C'est l'histoire d'un jeune homme qui voulait se sortir de ses ennuis et problèmes sans recevoir l'aide de quiconque, ou plus exactement, juste avec l'aide de quelques personnes, que je compte au nombre de 4. Ce dernier aurait pu s'en sortir plus aisément s'il avait accepté le soutien d'une 5e personne bien précise. Il aurait pu faire mieux face à la situation. Chère audience, honorable jury, chers opposants, bonjour. L'histoire de ce jeune homme dont je vous parle aujourd'hui est celle du Maroc. Ce dernier qui, le 8 septembre 2023, à 23h11 précisément, fut frappé par cette catastrophe que nous avons tous vécue à échelles différentes, le séisme. Par ailleurs, comme vous le savez, le Maroc a décliné l'aide de la France, un pays développé, proposant son soutien aux victimes, sous prétexte que son soutien était de trop et que l'aide apportée de la part du Qatar, l'Angleterre, l'Espagne et les Émirats arabes unis était largement suffisante. Eh bien, laissez-moi vous dire que non. Je ne vais pas nier que ces aides nous ont permis de sauver des vies et apporter de l'aide utile. Mais elles n'étaient pas assez. 3000 personnes ont perdu la vie et 5530 ont été gravement blessées. Ce nombre représente des vies humaines et il aurait pu largement être baissé. Sans oublier les milliers de personnes qui souffrent encore. Je tiens aussi à vous rappeler que des villages ont été détruits, au même titre que certaines régions qui n'ont pas été approvisionnées, n'ont pas eu accès aux premiers soins nécessaires, sous prétexte qu'ils étaient difficiles d'accès. Alors oui, mesdames et messieurs, le Maroc aurait dû mettre ses différends de côté et accepter l'aide de la France. Une main de plus aurait été d'une grande aide. Une main de plus aurait pu éviter ce nombre de morts. Une main de plus aurait pu apporter une assistance supplémentaire. En temps de crise, nous avons le devoir de mettre notre ego de côté, si cela servira à sauver la vie d'autrui. Imaginez que votre famille ou encore vos proches étaient sous ces décombres. Vous penserez encore aux différents ou bien vous accepterez l'aide immédiate? Chers opposants, cette question est pour vous. Que feriez-vous dans ce cas-là si vous auriez été impliqués dans la situation? Je pense que votre réponse aurait été claire.
Chère audience, honorable jury, opposants adeptes de croyances illusoires et perfides, bien le bonjour. Lors de ce séisme, de nombreuses nations proposaient leur aide au Maroc. Et parmi eux, nous retrouvons un vieil ami, ou plutôt un perfide profiteur, qui n'est nul autre que la France. Et bien évidemment, la royauté dans laquelle nous vivons a remercié toute aide pouvant venir de la France. Mesdames et messieurs, mes camarades et moi soutenons à 100% cette décision. Car, et je vous le pose comme question en posant, comment voulez-vous que nous acceptions une aide d'un pays comment on aurait pu accepter l'aide venant d'un pays dont les tentatives d'aide internationale ont souvent abouti à des échecs cuisants? Prenons par exemple l'intervention en Libye en 2011. Sous prétexte de protéger les civils, la France a joué un rôle majeur dans le renversement de Mouammar Kadhafi, laissant la Libye dans un chaos politique et sécuritaire sans précédent qui perdure encore aujourd'hui. Un autre exemple regrettable est l'intervention française en Côte d'Ivoire en 2002. La France s'est immiscée dans les affaires intérieures de ce pays, prétendument de résoudre une crise politique, mais a finalement contribué à une escalade de conflits entraînant des conséquences néfastes pour la stabilité régionale. Ces échecs ne sont malheureusement pas isolés. La France a également joué un rôle controversant dans d'autres zones, comme en Syrie, en soutenant des groupes rebelles dont la loyauté et les objectifs étaient incertains, contribuant ainsi à prolonger le conflit. Il est donc légitime de se demander si le Maroc aurait dû accepter une aide de la France dans un moment de vulnérabilité, étant donné le bilan mitigé de cette dernière en matière d'aide internationale. Les erreurs du passé ne devaient pas être ignorées. Et il est important pour le Maroc de prendre des décisions des décisions qui préservent sa souveraineté et sa stabilité. Bien que l'aide internationale soit précieuse en cas de catastrophe naturelle, nous ne devons pas tomber dans la gueule du loup une autre fois. Ainsi que notre roi nous a permis d'éviter un piège qui a causé la perte à d'autres pays, et sans oublier le passif de la France en la matière. Le Maroc a su démontrer sa résilience, sa capacité à faire face aux défis par le passé. Il est tout à fait légitime de remettre en question l'appartenance et l'aide proposée par la France. Compte tenu de son bilan historique en matière d'aide internationale, il est de notre devoir de prendre des décisions judicieuses pour l'avenir de notre pays. Merci. Chaque matin, les chiffres douloureux nous rappelaient la gravité de la tragédie. 100, 300, 500, 1000, 3000. Chaque chiffre était une vie perdue, un rêve brisé, une famille endeuillée. Ces chiffres résonnaient comme des cris silencieux, soulignant la nécessité de réactions rapides et efficaces face à cette catastrophe dévastatrice. Chers auditeurs, honorable jury, dans ces moments de douleur et d'incertitude, notre nation cherchait désespérément des moyens de se relever et de reconstruire. Mais alors se posait la question cruciale. Devions-nous accepter l'aide tendue par nos nations voisines, dont la France? Il y a ceux qui hésitaient, craignant peut-être que l'indépendance et la fierté nationale soient compromises. Mais il est temps de réfléchir, mesdames et messieurs, profondément au message caché dans ces chiffres. Il est temps de se rappeler que le cœur d'une nation se mesure par sa capacité à sauver des vies, à unir des peuples et à s'élever ensemble. Et dont la principale mission de nos chers opposants est de vous bander les yeux sur cela. Revenons et révisons un peu nos connaissances géographiques. La France est éloignée du Maroc d'une distance de 2500 km. Quant au Qatar, c'est une distance de 7500 km. Alors, je vous laisse observer de vos propres yeux cet écart énorme qui sépare cette nation de notre cher Maroc. Dans la douleur de la tragédie, chaque vie compte. Chaque seconde peut faire la différence entre la vie et la mort. Alors, ces quelques kilomètres auraient signifié une réaction plus rapide et mieux coordonnée. Et comme l'a si bien dit John F. Kennedy, un seul esprit peut avoir une force 10 fois supérieure à la sienne quand il est mis en harmonie avec 10 autres. En acceptant cette assistance, nous aurions été plus forts et plus résilients. Et sauver un plus grand nombre de vies. Une responsabilité que nous ne pouvons ignorer.
De plus, avoir plus d'aide, plus de matériel, ne peut être que fructueux. Et par pitié, ne venez pas me parler de surplus d'aide. Ne venez pas me parler de malorganisation de donations. Ou qu'il y aurait plus d'aide que de personnes. Et ne venez pas me parler de l'exemple de la Turquie. Parce qu'il suffit simplement de tout organiser. Et vous êtes les premiers à croire en les compétences marocaines à faire cela. Il suffit simplement de préciser ce dont on avait besoin. Il ne faut pas chercher les problèmes là où il n'y en a pas. Mesdames et messieurs, ce que mentionnent et mentionneront les partisans du contre ne sont que des excuses qui, apparemment, sont plus précieuses que les vies perdues et les familles affectées. Honnêtement, je ne sais plus. Je suis perdu. Alors, je vous invite à éclairer ma lanterne, même si je doute que cela soit possible. Merci. Suite au terrible séisme qui a frappé le Maroc, il est intéressant de se pencher sur la question de savoir si le pays aurait dû accepter l'aide extérieure de la France. Cet événement douloureux a sans doute suscité des réflexions profondes et a soulevé des interrogations cruciales. Cher auditoire, chers jurys, opposants, bien le bonjour. Pour comprendre la situation, il est essentiel de se rappeler de l'histoire récente des relations entre le Maroc et la France. Il est indéniable que le Maroc a été parmi les pays demandeurs des visas Schengen en 2022. Mais curieusement, il a également été classé parmi les pays avec le taux de rejet le plus élevé de ces visas la même année. Cela a créé une première brouille entre ces deux pays. Et malgré cela, vous pensez que les intentions de ce pays sont sincères? D'autre part, le choix du Maroc concernant l'acceptance de l'aide de l'Espagne, des Émirats arabes unis, de la Grande-Bretagne et du Qatar est significatif. Tous ces pays reconnaissent le Sahara comme une partie intégrante du territoire marocain, contrairement à la France, qui ne partage pas cette position. De plus, la France a signé un accord sur l'utilisation et le développement de l'énergie nucléaire avec l'Algérie, un pays avec lequel le Maroc a des différends notoires. Il est important de souligner que le Maroc n'a pas besoin de la France. Et il ne veut pas donner l'occasion à d'autres pays d'Afrique de penser que le Maroc, la 5e puissance économique du continent, le leader du tourisme et de l'investissement étranger, ne puisse s'en sortir sans l'aide française. Notre pays décide de l'aide qu'il accepte en fonction de sa propre logique et de sa gestion. Car nous sommes, nous le Maroc, un pays souverain. Donc vous opposants, comment pouvez-vous vous permettre de dire qu'il est tolérable d'accepter l'aide d'un pays raciste, un pays où la démocratie n'existe pas, un pays qui vit par les richesses de l'Afrique depuis cela des décennies, mais surtout, un pays qui veut tout mais n'a rien. Merci. Chère Assemblée, vous aimez les histoires? Si la réponse est oui, vous tombez très bien, car j'en ai justement une pour vous. C'est l'histoire d'Aya, Samia et Rokhaya, élèves en 2e année baccalauréat. Aya, une élève sérieuse, qui travaille dur, mais qui rencontre des difficultés en mathématiques. Samia, quant à elle, elle est excellente en la matière et offre son aide à Aya. Puis, nous avons Rokhaya, l'amie d'Aya, qui elle-même n'est pas spécialement douée en mathématiques. Chère audience, j'ai donc pour vous 2 scénarios. Le premier est que Aya prend la décision la plus judicieuse, celle d'accepter l'aide de Samia. Une décision qui finit par payer, car Aya est habituée à des 4 à des 5 en mathématiques. Elle obtient son baccalauréat en ayant un 16 en la matière. Puis, nous avons le deuxième scénario. Aya refuse l'aide de Samia et elle a recours à celle de son amie Rokhaya. Oui, Aya finit quand même à se mettre debout. Mais à peine, elle obtiendra son baccalauréat en ayant un 10. Oui, Aya a réussi, mais elle pourrait mieux faire. Vous l'auriez deviné. Aya, Samia et Rokhaya et leur histoire ne sont que des métaphores, représentent le Maroc, la France et les pays alliés du Maroc dont l'aide a été acceptée. Cher auditoire, le Qatar apporte certes une aide financière, mais ce dernier n'a aucune expérience sur le terrain, contrairement à la France, qu'elle possède une grande expérimentation en ce qui concerne les désastres qui se produisent de nos jours. De plus, cette dernière est géographiquement plus proche du Maroc que l'Angleterre et le Qatar. Donc cela n'aurait permis d'agir plus vite et sauver les vies. Pensez-vous donc, chers opposants, que le refus de l'aide français a été en faveur du Maroc, en faveur de ses milliers de vies, en faveur de ses âmes perdues? Je ne pense pas. Merci.
Mesdames et messieurs, honorables jurys, opposants, bien le bonjour. Ravi de me tenir aujourd'hui devant vous. Comme nous le savons tous, le Maroc a fait face dernièrement à un séisme dévastateur qui a coûté la vie à plusieurs citoyens marocains, paix à leurs âmes, et qui a mené à la destruction de plusieurs monuments et maisons au sein du pays. Suite à cet événement, le Maroc a reçu l'aide de 4 pays. Suite à cet événement, plusieurs pays ont présenté leurs services pour pouvoir venir en aide au Maroc. Ce dernier a accepté l'aide de 4 pays, mais pas celle de la France, ce qui a engendré une polémique et un mécontentement de la part des Français. Cher auditoire, le Maroc est un pays souverain qui a le droit de décider souverainement s'il accepte ou refuse l'aide étrangère. En plus de ce droit, les relations diplomatiques entre le Maroc et la France, ces derniers temps, pourraient avoir influencé la décision. Et maintenant, mesdames et messieurs, la question se pose. Le Maroc aurait-il vraiment accepté cette aide, l'aide d'un pays qui montre son racisme envers nos étudiants marocains? Chaque jour, nous recevons leurs témoignages, qui nous racontent leurs misérables expériences, telles que les expulsions de leurs écoles, ou encore les insultes au milieu de la rue, les traitant de terroristes ou de sales arabes, et j'en passe. Et il ne faut pas oublier, chers opposants, que ce débat ne se limite pas au sujet de l'aide de la France, mais plutôt aux croyances qui s'opposent radicalement aux nôtres. Ce qui veut dire, en d'autres termes, qu'accepter l'aide de la France en ces temps modernes, ce serait de donner, encore une fois, les clés aux colonisateurs, qui nous ont volés et fait souffrir par le passé purement par intérêt économique. Comment pouvez-vous croire, chère audience, qu'un pays aussi riche que le Maroc ne soit pas vu comme un festin par un pays qui fait souffrir son propre peuple et nos frères à l'étranger? Il y a une différence entre vouloir aider et vouloir contrôler nos biens. Aujourd'hui, notre blessure est profonde. Le Maroc manifeste sa fierté en disant clairement à la France « Nous n'avons pas besoin de vous et nous n'allons pas tirer un trait sur ces blessures simplement parce que vous nous tendez la main. » Et comme dit Sa Majesté le roi Hassan II, il ne faut pas perdre de temps à avancer des arguments de bonne foi face à des gens de mauvaise foi. Merci. Chers opposants, je souhaite d'abord vous répondre. Alors, dans des moments pareils, excusez-moi, mais les vies comptent plus que nos égos, nos dignités. Toute aide est bénéfique. Quant à vous, la France a proposé de l'aide, de contribuer, pas de complètement gérer la catastrophe. Et cette société marocaine qui souffre ne fera que souffrir encore plus lorsque les relations seront envenimées. Bref, passons. Chère audience, honorable jury, si le Maroc avait accepté l'aide de la France, cette dernière aurait continué à nous voir de haut, comme elle l'a toujours fait après le protectorat. Continué à nous considérer comme un pays faible, le petit Maroc qui a besoin de la grande et généreuse France. Pays qui d'ailleurs n'offre son aide que car il attend quelque chose en retour dans le futur que pour son propre intérêt. Mais on ne les a pas laissés faire car le Maroc est un pays digne et capable de se relever sans l'aide de quiconque. Chère Assemblée, ceci n'est qu'une partie des idées fallacieuses qu'essaient nos chers opposants de vous inculquer. Des idées bien façonnées à leur guise. Non mais, bravo, honnêtement, chapeau, car dit comme ça, tout cela a l'air assez convaincant. Or, nous trouvons des failles, d'énormes failles, convaincants peut-être, mais avec tout le respect que je vous dois, malhonnêtes, car ce que vous exprimez n'est guère véridique. Cependant, pas d'inquiétude, car je suis d'humeur assez généreuse aujourd'hui, je vais donc me faire un plaisir, chère audience, de prendre votre main et vous sortir des abysses du mensonge. 2019. Cela vous dit quelque chose? En effet, l'incendie de la cathédrale Notre-Dame de Paris, dans lequel le Maroc offre son soutien financier et envoie des matériaux de construction. 2021, le Maroc envoie des avions de lutte et des équipes spécialisées suite à des incendies de forêt dans certaines régions de France. Ou encore, 2018, lors d'inondations, le Maroc avait envoyé, là encore, des équipes tous en soutien et de l'aide financière. Et la liste reste très, très longue. Ce que j'essaie de dire ici, c'est que vous allez sans cesse essayer de nous convaincre que si la France offre son aide au Maroc, c'est afin qu'on lui doive quelque chose en retour dans le futur. Alors qu'en réalité, elle ne fait que nous repayer en quelque sorte une partie de ce qu'on a pu faire pour elle dans le passé. Car et comme l'a si bien dit Léopold, premier roi de Belgique, la politique est une affaire de politesse.
Attention, turbulence à bord. Nos chers opposants ne vont pas tarder à protester. Mais ne vous inquiétez pas, car je vous vois déjà venir. Que ce train continue alors son trajet, destination, la vérité. Mais Malek, la colonisation fait que si on avait accepté les aides françaises, la France serait en position de supériorité, aurait continué à nous contrôler indirectement et aurait continué à nous coloniser indirectement. Oui, voyons, c'est bien évidemment pour cela que les États-Unis, première puissance économique mondiale, avaient accepté en 2005, suite à l'ouragan Katrina, les aides du Royaume-Uni, qui, je rappelle, est un ex-colonisateur. Oui, en toute évidence. Et flash info, le Maroc n'est plus colonisé depuis des années. Si vous voulez vivre dans le passé, allez-y, ce n'est pas moi qui va vous en empêcher. Mais évitez d'induire toute une audience avec vous. Et puis, le passé est passé. Alors, tournez la page et passez à autre chose. Mesdames et messieurs, après avoir écouté les arguments de nos opposants en faveur de l'acceptation de l'aide française, je ne peux m'empêcher de sourire face à leur perspicacité en matière de secours. Vous savez, il est parfois facile de voir à quel point certains pensent que l'herbe est plus verte de l'autre côté de la frontière. J'imagine nos amis français arborant leur cape de sauveur, se précipitant pour nous venir en aide, portant des baguettes magiques et des bérets, prêts à répandre leur expertise en matière de secours comme s'ils étaient les seuls détenteurs du savoir-faire mondial. Mais non, peut-être devrions-nous les remercier de ne pas avoir envoyé la Tour Eiffel en guise de matériel de secours, bien que je sois sûr que cela aurait été tout à fait impressionnant. Le séisme est passé, mesdames et messieurs, et nous, le peuple du Maroc, avons fait preuve de résilience et de solidarité. Nous nous sommes relevés par nos propres moyens. N'oublions pas que les jours les plus sombres ont révélé notre véritable force intérieure. Le Maroc, c'est l'effet positif que cette approche a eu sur la solidarité au sein de notre nation. Le Maroc est devenu comme une seule entité, une seule âme, où chaque individu, chaque organisation, chaque citoyen a apporté sa contribution pour aider ceux dans le besoin. Comme l'a si bien souligné le célèbre comédien Gad Elmaleh, je pense qu'on devrait plus s'inspirer de la solidarité marocaine. Messieurs, dames, tel un aigle dans le ciel, notre nation s'envole, fière et libre, vers un avenir qui console. Opposants, je vous annonce que votre dessert est prêt. La spécialité de la France. Je vous laisse donc savourer votre tiramisu d'aide, accompagné de sa mignonne pincée d'ambiguïté et garnie de sa... Messieurs, dames, je vous annonce que votre dessert est prêt. La spécialité de la France. Je vous laisse donc savourer votre tiramisu d'aide, accompagné de son nuage d'hypocrisie et garni de sa mignonne pincée d'ambiguïté. Bon appétit. Chers opposants, tout d'abord, je voudrais vous rappeler que vous êtes en train de tourner autour du pot, de ressasser les mêmes arguments encore et encore. Bien. Le Maroc n'a besoin de personne pour s'en sortir. La solidarité marocaine est largement suffisante. Il faut rester fier et ne pas demander d'aide. La fierté est symbole du peuple marocain. La France a colonisé le Maroc auparavant. Trêve de bavardage. Tous ces arguments que mes chers opposants avancent depuis le début de ce débat ne font que vous induire en erreur. Concernant la colonisation, cette dernière est une réalité que tous les pays du Maghreb ont vécue. Mais il est temps de dépasser cela et aller de l'avant. Pour l'ego et la fierté, vous êtes en train de vous faire royalement manipuler en croyant que ces derniers sont ceux qui font de vous des Marocains purs et durs. En avril 2021, le Maroc et l'Espagne étaient sous tension. Et je souligne que le sujet de ce différend est un grand fondement dans l'histoire de chaque Marocain. Le 6 novembre, une date qui est célébrée chaque année dans tout le Maroc. La marche verte, mesdames et messieurs. Le conflit, mes chers adversaires, est suite à un changement de position de Madrid sur le statut du Sahara marocain. Élevé au rang de cause nationale, ce dernier reste un sujet très sensible. Il oppose depuis 1975 le royaume du Maroc au Front Polisario, soutenu par l'Algérie. Pour l'ONU, le Sahara marocain, contrôlé à 80% par le Maroc, reste un territoire non autonome. Bien. Mesdames et messieurs,
Pourquoi avons-nous accepté l'aide de l'Espagne après ce litige, après une trahison? Vous allez me répondre que les deux pays se sont réconciliés et que Pedro Sanchez a rompu la neutralité affichée par l'Espagne, qu'il a annoncé publiquement son soutien au plan d'autonomie sous souveraineté marocaine proposé en 2007 par Rabat. Donner une deuxième chance à quelqu'un qui vous a trahi, c'est comme donner une deuxième balle à quelqu'un qui vous a manqué. Mais bon, nous allons appeler ça la diplomatie du désastre. Et si vous trouvez ça insensé, laissez-moi juste vous dire bienvenue dans le monde de la vraie politique et des affaires étrangères. Et je m'accroche au fait que le conflit entre le Maroc et la France reste un souci entre les deux chefs d'État. Le président français Emmanuel Macron a mal choisi son camp, mais les citoyens n'ont pas à être victimes de cela. En addition à ceci, le dégel des relations aurait été envisageable pour ensuite rallier la France à notre cause. Accepter son aide aurait permis de solidifier les liens diplomatiques entre les deux pays, en favorisant ainsi une peut-être coopération future dans divers domaines et le renforcement des relations bilatérales. Donc pourquoi refuser son aide? En somme, il faut faire des compromis et profiter des opportunités qui se présentent à nous. Car et comme l'a si bien dit Winston Churchill, un pessimiste voit la difficulté dans chaque opportunité. Un optimiste voit l'opportunité dans chaque difficulté. Fin de citation. Merci. Premièrement, opposant, si vous avez bien pris le temps de bien nous écouter et assimiler ce qu'on vient de dire, vous aurez bien vu que nos arguments étaient bien droits, bien logiques et dans une certaine gestion. Et deuxièmement, le Maroc n'a pas refusé, mais plutôt remercié votre aide poliment et respectueusement. Mais à ce que je vois, ça n'a pas marché. Cher public, permettez-moi de vous poser une simple question. Combien de pays ont-ils proposé leur aide au Maroc? Plus que 70. Combien de pays se sont-ils plaints de pas avoir trouvé leur aide acceptée? J'imagine que vous pouvez deviner. La France doit descendre de son piédestal et faire place à cette émotion. Et surtout de ne pas se comporter de manière arrogante. Je veux dire que les Marocains est un peuple souverain, adulte, fort et solidaire. Mais leur maturité, c'est être capable dans une situation comme celle-ci. Et en détail, qui n'est pas des moindres, nous sommes de mélange de populations. Et on n'entend pas parler de la moindre conflictualité, de village à village ou de tribu à tribu. Mais si c'était les Français, vous seriez incapables de cela. Surtout, on ne veut pas laisser penser qu'il y a un sentiment d'anti-français parmi les Marocains. Ce n'est pas vrai. Et surtout, n'oublions pas, opposants, que le peuple marocain apporte à la France, outre son passé aujourd'hui, son génie, sa créativité, ses travaux et ses inventions, sa médecine, ses recherches, et aujourd'hui, ils doivent se mobiliser indépendants des questions politiques. Et merci. Le temps. Un mot que vous connaissez si bien, ainsi que son impact sur nos vies quotidiennes. Le temps est aussi un facteur essentiel dans la reconstruction après une catastrophe. Chaque jour compte. Accepter l'aide de la France aurait accéléré la relance en apportant des ressources, de l'expertise et une solidarité internationale. Les mots signifiants de Martin Luther King Jr. résonnent ici. Nous devons apprendre à vivre ensemble comme des frères. Sinon, nous allons mourir tous ensemble, comme des idiots. Et comme l'a si bien dit Nelson Mandela, la meilleure arme est de se tenir ensemble. En s'unissant, nous aurions été plus forts, plus résilients, et notre relance aurait été plus rapide. Mais malheureusement, il y a ceux qui expriment des doutes quant à notre autonomie et notre contrôle sur notre propre reconstruction. Cependant, la collaboration internationale ne diminue en rien notre souveraineté. C'est une démonstration de notre capacité à comprendre que dans ce monde interconnecté, nous pouvons tirer parti des compétences, de l'expertise et des ressources diverses disponibles. Et comme nos chers opposants ne passeront pas inattendus à côté du sujet des tensions internationales, permettez-moi de vous rappeler que malgré ces tensions, la Chine et la Russie ont offert leur aide. Par exemple, lors du séisme de 2008 en Chine, la Russie a dépêché une équipe de secours. De même, en 2010,
Lors des incendies de forêt en Russie, la Chine a envoyé des avions et des équipements pour aider à combattre le feu. Ces actions démontrent leur capacité à mettre de côté les différents politiques et d'agir de façon humanitaire face aux crises. Le célèbre penseur et inventeur Thomas Edison a un jour dit « Notre plus grande faiblesse réside dans l'abandon. La meilleure façon de réussir est d'essayer encore une fois. » Mesdames et messieurs, accepter l'aide de la France n'aurait pas été un abandon, mais une reconnaissance de notre volonté inébranlable de réussir et de préserver les vies de nos citoyens. Merci. Tout d'abord, notre expérience passée est un atout précieux dans ce contexte. Le Maroc a été confronté à des catastrophes naturelles dans le passé, telles le séisme d'Al-Hoceïma. Ces expériences ont conduit à la mise en place de plans urgents, de protocoles et à la formation d'équipes spécialisées pour faire face à de telles situations. Nous avons la préparation et l'expertise nécessaires pour gérer cette crise sans dépendre de l'aide étrangère. Par ailleurs, le Maroc est un acteur actif au sein de plusieurs alliances régionales et organisations de coopération, telles que l'Union du Maghreb arabe et la Communauté des États sahélo-sahariens. Ces mécanismes de coopération nous offrent un soutien régional en cas de besoin, indépendamment de l'aide de la France. Il est donc crucial de maintenir notre autonomie et de tirer parti de ces relations régionales. Il est tout à fait pertinent de souligner la réalisation du Maroc, telles que l'organisation des World Bank Annual Meetings, le Fonds monétaire international, la Coupe du Monde et la Coupe d'Afrique, qui démontrent sa capacité à gérer des événements majeurs, malgré les défis. De plus, la mise en place des ressources pour assurer le bien-être des citoyens, même après un séisme, est une preuve de résilience et de l'engagement du pays envers ses citoyens. Cela montre que le Maroc est capable de continuer ses activités malgré les défis, car le Maroc reste déterminé à accomplir ses objectifs et à maintenir son indépendance. Nous devons préserver notre souveraineté nationale, tirer parti de notre expérience passée, exploiter nos liens de coopération régionale et rester vigilants quant aux applications politiques de toute offre d'aide étrangère. Le Maroc est prêt, capable et déterminé à faire face à cette crise par ses propres moyens, en utilisant les ressources et les compétences nationales déjà existantes. En fin de compte, cette question ne concerne pas seulement le séisme au Maroc, mais aussi notre indépendance politique et la cohérence de nos relations internationales. Accepter l'aide de la France aurait été purement illogique. Il n'y a que moi qui vois la contradiction. Nos chers opposants, ici présents, considèrent que l'une des raisons menant vers une telle décision est la tension entre les deux pays. Or, aussi insensé que cela puisse paraître, ne pas accepter les aides françaises ne fera qu'envenimer davantage les relations déjà rigides. Chère audience, il est bien connu que l'aide française pourrait apporter des atouts complémentaires. En coopérant avec ces dernières, nous pourrons surmonter des épreuves telles que les catastrophes naturelles dont on a été affecté. De plus, c'est une opportunité qui se présente à nous afin de bénéficier des ressources supplémentaires pour stimuler notre économie, promouvoir notre développement et améliorer les infrastructures. En fin de compte, il aurait été un flux que le Maroc accepte l'aide de la France après ce séisme. Cela aurait été bénéfique pour les personnes touchées. Cela aurait été une occasion importante à saisir, car cela n'aurait fait qu'aider les personnes affectées par ce désastre. Chers opposants, ouvrez bien les yeux et regardez la réalité en face. Merci. Pour commencer, chers opposants, je tiens à vous dire que nous sommes encore colonisés par la France indirectement. En ce moment même, le Maroc est en train de payer des milliards à votre chère France sous prétexte d'avoir curé l'alphabétisme et couvrir les frais d'émission. Et sans devoir mentionner, et sans devoir vous rappeler que grâce à la colonisation, 12 000 Marocains ont perdu la vie et leurs familles ainsi. Mesdames et messieurs, notre débat touche bientôt à sa fin et nous sentons déjà le goût de la victoire. Bien. En ces temps difficiles, le Maroc n'a jamais connu un tel mouvement solidaire. Plusieurs citoyens marocains nous racontent leurs expériences
et nous parlent de l'aide qu'ils ont pu recevoir de la part du gouvernement, mais plus précisément d'un peuple qui s'est battu corps et âme et ont traversé des centaines de kilomètres pour pouvoir venir en aide aux gens dans le besoin. Le Maroc dispose aujourd'hui de tous les moyens dont il pourrait avoir besoin. Opposants, n'êtes-vous pas fiers de votre pays qui a pu se relever sans l'aide d'un colonisateur? Alors pourquoi avoir besoin de l'aide de la France? Mon équipe et moi avons avancé à l'égard de ce sujet divers arguments qui contredisent clairement votre position, tels que le racisme, la colonisation, les échecs internationaux commis par la France, ou encore l'aide d'un pays qui a pris une position assez claire contre le Maroc au profit de l'Algérie en ce qui concerne le Sahara. Opposants, ouvrez les yeux, ouvrez vos yeux. La vérité est devant vous et à ce que je vois, vous refusez de l'accepter. Nous vous avons présenté des arguments assez judicieux et raisonnables pour que nous ne puissions pas nous résigner à un pays qui nous a rabaissés, dénigrés, maltraités durant de longues années et nous a exploités dans tous les domaines. Cher auditoire, il est temps de mettre fin à cette injustice. Le Maroc est un pays fort et puissant, qui j'estime s'en est très bien sorti et qui possède un gouvernement, un roi présent et une armée et des services de secours et un des peuples les plus aimants et solidaires. Alors, pour être franche avec vous, opposants, je vous annonce que votre position n'a pas lieu d'être. Merci. Alors, par où commencer? Chers opposants, vous nous entendez, mais vous nous écoutez pas. Vous répétez des arguments qu'on a déjà contrés auparavant. Et non, le Maroc n'est pas faible, il est capable de se sortir de cette situation. Ne nous faites pas dire ce qu'on n'a jamais mentionné, mais je le répéterai, toute aide de plus est bénéfique. Ensuite, vous nous avez parlé d'organisation de Coupe du Monde, de Coupe d'Afrique, de World Bank, etc., etc. Mais sachez que ces choses n'ont rien à voir avec le séisme. On parle ici de vie humaine. Et bon, qui parle d'hypocrisie alors que vous vous cachez derrière votre fierté, alors que des personnes souffrent? Mais excusez-nous, grands hypocrites que nous sommes. Bref. La fierté marocaine. Le prestige du Maroc, la dignité du Maroc, les âmes envolées, les maisons délabrées, les relations qui continuent de se corser davantage. Excusez-moi, pardonnez-moi, mais je ne peux pas garder le silence plus longtemps. Je ne peux pas croiser les bras et ne rien dire alors que je vis dans une société dans laquelle on considère la position politique d'un pays, sa dignité, plus que son essence même, son peuple, qui ne fait que souffrir de cette décision. Je me demande alors, dans quel monde vit-on? Or, je crains ne pas vouloir avoir la réponse à cette question, car cette dernière me fait peur, me terrifie. Le Maroc ceci, le Maroc cela, mais quel Maroc? Il n'y a pas de pays sans peuple, il n'y a pas de Maroc sans Marocains. Pourtant, vous négligez leur existence, leur souffrance. Chers opposants, malgré nos différences, nous partageons un point en commun. Vous aimez le Maroc, mais nous aussi. Sauf que vous aimez le Maroc qui paraît grand et fort et vous êtes fiers d'appartenir à ce Maroc-là. C'est un amour superficiel. Mais le Maroc pour lequel nous sommes prêts à nous sacrifier est constitué d'âmes, dont celles qui ont été perdues. Constitué de personnes dont les conditions auraient pu être meilleures si on avait accepté les aides. Alors, si on avait accepté les aides. Je clamerai alors haut et fort, et je n'ai pas peur de le dire. Le Maroc, c'est son peuple. Si le peuple souffre, le Maroc, ma patrie, notre patrie, souffre. Chère Assemblée, la balle est désormais dans votre camp. À vous de choisir votre conviction, celle de ceux qui aiment leur pays ou celle de ceux qui prétendent l'aimer.